Chers téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans votre émission Vox Hebdo pour décrypter l'actualité de cette semaine. Je suis avec Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mianzoukouta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Dadi Oussila, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue encore sur ce plateau de Vox Hebdo au cœur des débats. L'entrée de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, la variation du prix du sac de foufou, la reconnaissance de l'opération de la DGSP par le président de la République. Regardons ce premier reportage pour aborder notre premier sujet. Main dans la main avec son épouse, Nicolas Sarkozy quitte son domicile du 16e arrondissement de Paris, acclamé par la foule rassemblée dans la rue. Applaudissements des partisans venus à l'appel des trois fils de l'ancien président de la République, comme son ancien conseiller, Henri Guénaud. Il assume persuadé qu'il subit une injustice. Et je partage son sentiment. Personnalités politiques et citoyens arborent pancartes, messages de soutien et même son slogan de campagne de 2012. Je soutiens Nicolas Sarkozy et que je trouve que c'est un moment difficile pour lui. Donc c'était important d'être là. On n'est pas contre la justice, mais le mettre en prison, ça nous touche énormément. C'est pour ça qu'on est là. Nicolas Sarkozy salue une dernière fois ses enfants, puis une dernière fois la foule, lorsque son convoi se met en route. Condamné en première instance, il prend la direction de la prison de la Santé, escorté par la police. Sur les réseaux sociaux, il publie ce message. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. Je ne demande aucun avantage, aucune faveur. Moment inédit dans l'histoire de la Ve République, un ancien chef d'État entre en prison. Devant l'établissement, ses avocats annoncent déposer une demande de remise en liberté. Il s'insurge. Et le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. L'ancien président de la République emporte avec lui 3 livres symboliques, une biographie consacrée à Jésus, et les 2 tomes du comte de Monte Cristo, personnage romanesque emprisonné injustement avant de se venger. Il a le droit aussi à quelques photos personnelles partagées ici ce week-end par son épouse. Derrière ces murs, Nicolas Sarkozy est placé dans le quartier d'isolement à la demande de l'administration pénitentiaire pour éviter qu'il ne soit agressé ou interpellé par d'autres détenus. Voilà un ancien président de la République française qui passe actuellement des jours en prison. Albert, il y a une leçon à tirer de l'histoire de Nicolas Sarkozy? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à tirer. La première et la plus évidente, c'est que la France nous donne ici l'impression que finalement nul n'est au-dessus de la loi et que toute infraction doit être punie, y compris par la peine de prison. Ça, c'est une première leçon que l'on pourrait tirer. La deuxième, ce serait que finalement, pour nous autres qui sommes de la périphérie sud de la planète, la France n'a pas tellement d'obligation de préséance par rapport à un président de la République, un ex-président de la République, dès lors que les faits survivent à son mandat et que il faut investiguer pour... et puis, enfin, on se dit, même pour nous, finalement, je crois que l'essentiel serait de poursuivre l'acte de justice jusqu'au bout et de ne pas accorder des privilèges ou des préséances à quelqu'un qui a dirigé le pays aussi longtemps, aussi fermement que Monsieur Nicolas Sarkozy. Et donc, j'ai vu des gens se réjouir de cette incarcération d'un ancien président de la République, qui est d'ailleurs bien liée aussi à l'histoire récente de l'Afrique, puisque la mémoire africaine retiendra que c'est sous lui
que le dirigeant libyen Muammar Kadhafi a été assassiné, tué, et que donc c'est une revanche de l'histoire en quelque sorte. Il y en a un qui s'en gargarise déjà, c'est Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, qui dit voilà une revanche du destin, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a poussé pour que moi je sois envoyé en prison à la Cour pénale internationale de la Haye. Bon, ce sont des points de vue, ce sont des considérations, mais l'essentiel ici est que innocent ou coupable, Monsieur Sarkozy ait accepté de faire de franchir le pas, d'entrer dans une cellule de prison et d'y passer quelques nuits déjà. D'accord. Dadi, les leçons. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce qui arrive à un ancien président? C'est vrai que nous, en Afrique aussi, on voit beaucoup de présidents aller en prison, mais en France, c'est pour une première fois. Oui, c'est une première fois qu'un ancien chef d'État français franchisse les seuils d'une prison. Mais c'est pas une première fois qu'on condamne un ancien chef de l'État, puisque Nicolas Sarkozy lui-même avait déjà été condamné, mais c'était à un bracelet électronique, c'est-à-dire ça limitait un peu ses mouvements. Et Jacques Chirac a été condamné avec sursis, c'est-à-dire il devait pas faire la prison, mais l'anathème de la condamnation était déjà là. Maintenant, sur cette condamnation, en vrai, oui, Albert a parfaitement raison. En Afrique, on accueille sur certains milieux avec beaucoup de plaisir cette condamnation, parce que on accuse Nicolas Sarkozy. Vous savez que Nicolas Sarkozy, c'est l'auteur de la phrase « l'Afrique n'est pas suffisamment assez entrée dans l'histoire ». Et ça nous est resté au travers de la gorge pour certains. Et on se souvient de l'affaire libyenne, on se souvient aussi l'affaire de Gbagbo. Donc, de ce point de vue-là, on a du moins une image que c'est du retour normal de l'histoire contre quelqu'un qui a été un fossoyeur. Mais non, dans l'affaire Nicolas Sarkozy, c'est la même affaire. Enfin, c'est la même situation qui intervient aussi pour Marine Le Pen. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la procédure normale pour la justice. C'est-à-dire, il y a une première instance. Après la première instance, on interjette appel et c'est-à-dire qu'il y a l'appel est suspensif. Vous pouvez plus aller en prison en attendant que la cour d'appel donne son verdict. Et si la cour d'appel donne un verdict qui vous est pas favorable, vous pouvez aller à la cour de cassation jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive. Dans ce cas précis, il y a une loi qui a été votée qui a permis ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire, malgré que vous pouvez faire appel, et c'est le cas de Nicolas Sarkozy, il a fait appel. Statutairement, il est considéré comme innocent. Mais l'exécution provisoire fait en sorte que les affaires qui concernent le cadre financier obligent, et c'est ce qui bien sûr attend Marine Le Pen, oblige à ce que la personne soit momentanément retenue en prison, et donc que la condamnation soit inscrite, qui peut y avoir des conséquences, par exemple d'une inéligibilité, etc. Donc il y a ce genre de conséquences-là. Et c'est peut-être là qu'il y a le plus grand débat, parce que un chef d'État, oui, c'est une personne qui ne peut pas être au-dessus de la loi, certes, mais c'est aussi une autorité qui, finalement, a représenté un État pendant un moment et qui est recouvert de ces symboles. La grandeur de l'État, bien sûr, c'est consubstantiellement lié à cette personne. Donc, le traitement qu'on lui réserve, c'est un traitement qui peut être à double tranchant. C'est-à-dire, le fait que sa personne est en prison, ça porte aussi du moins un voile noir sur les institutions, en l'occurrence le président de la République. C'est-à-dire, on part du général de Gaulle pour dire qu'on avait eu un président qui avait su élever la fonction de chef de l'État, et il y en a certains ou d'autres qui ont aujourd'hui finalement fini par abaisser la fonction du chef de l'État. Et Nicolas Sarkozy, déjà même par sa manière de manager, lorsqu'il était président de la République, il y avait des actions, des façons de faire, des comportements, l'hyper-présidence qui faisait que lui, il était taxé de président qui abaissait la fonction du chef de l'État. Et je pense que là, si c'était une œuvre qu'il avait commencé, il a vraiment achevé parfaitement cette œuvre. Okay. Guy Blaise,
Nicolas Sarkozy en prison, c'est finalement la fonction du président de la République comme qui est désacralisée. Désacralisée, je pense que c'est trop dit, hein, parce que les choses évoluent, Chrysostome. Si aujourd'hui vous êtes chef de l'État, vous avez bien dirigé, conformément aux prescriptions qui vous ont été données. Je crois que au sortir par la grande porte, comme on l'a vu Sarkozy, tout ce mal-là ne peut pas vous rattraper. Mais si tu as mal dirigé, ça veut dire qu'un jour, tu finiras par être rattrapé. Et que, comment on appelle ça, le respect de la séparation des pouvoirs. Si aujourd'hui, d'autres personnes qualifient ce procès peut-être de parodie, on dit que bon, Nicolas Sarkozy est rattrapé pas par ce qu'il a eu à faire, mais par des arrangements politiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy paye. Et en fait, il est en train de payer ce qu'il a sémé. Parce que, comme M. Albert dit tout à l'heure, en revenant sur le cas de l'Afrique de Laurent Gbagbo et du guide libyen, Kadhafi, je crois qu'il a été derrière tout cela. Il a été derrière tout cela. Et si aujourd'hui l'Afrique perd un digne fils comme Kadhafi, cela va droit dans les bottes de Nicolas Sarkozy. Donc, je crois que il n'y a pas assez de commentaires à faire sur ça. Ce sont des décisions de justice. Je crois que Nicolas Sarkozy réside aujourd'hui dans la prison de la santé. Il n'a qu'à purger, si c'est une semaine, un mois, et pour l'attendant, tout ce qui va arriver après. Mais je crois que ça donne aussi la matière à réflexion pour ceux qui viennent aujourd'hui à la tête de l'État. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas se considérer en super maître parce que tu es président de la République. Tu peux tout. Tu peux te permettre tout. Je crois pas. Là, la question de Nicolas Sarkozy permettra à certains de se rétracter. Ok. La situation de Nicolas Sarkozy permettra à ceux qui sont à la tête des pays de se rétracter parce qu'ils pourront toujours être rattrapés par la justice. Nous allons suivre ce deuxième reportage pour aller aussi à notre deuxième sujet. Depuis plus d'une décennie, le foufou est proposé à des coûts relativement exorbitants qui pèsent sur le panier de la ménagère. De 22 ou 25 000, le sac de foufou de 50 kg est actuellement vendu entre 30 et 40 000 francs CFA. L'année passée, c'était 40 000. On a fait 20 000 avec ma collègue de service. Et on a acheté, on a divisé en deux. La disparité des prix de ce produit alimentaire, largement consommé en République du Congo, a été aussi justifiée par les commerçants rencontrés au marché de la PV au Fond-Tchétché, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire. Le foufou ici, ça varie. Des fois, on achète à 30, 31 000. Donc, au mois de novembre, il risque même d'avoir même jusqu'à 41 000 ou 45 000. Auparavant, ça coûtait aux environs de 25, 24, 26 000. Mais maintenant, vu le temps, ça fait qu'augmenter vraiment. C'est dû au transport. Auparavant, le transport était à 2500, 3000 aux environs. Mais maintenant, le sac de quitter à l'Oudima jusqu'ici, c'est maintenant 6000, 5500. Le sac de foufou n'a pas un prix fixe pour le moment. Maintenant, là, on est en train de vendre à 30 000 francs. Un sac de 50 kilos. Comme le carburant, ça a augmenté le prix, voilà pourquoi. Parce que le chauffeur, il nous taxe cher le prix. La multiplication des taxes qui conduit à la hausse des prix dans ce secteur commercial a été confirmée par les contrôleurs de colis en provenance des départements de la Bouenza et du Niari. Tel que ici, là, montant véhicule 4500, pourcentage 1500, manutention le Dima 1500, manutention Pointe-Noire 1500. Le transbordement, donc le cavaki qui est allé chercher ça au brousse pour faire sortir à l'Oudima, c'est 7500. Donc son dû total c'est 16 500. Plus le toit sur des balayage, ça lui fait 16 800 qu'il va nous donner. Bon, cette taxe, c'est défini depuis l'Oudima, parce que c'est taxé depuis l'Oudima. Pour celui qui a amené sa marchandise, donc il peut vendre soit à 28, il peut vendre à 28, à 26, à 27. Ceux qui achètent, qui revoient encore, qui augmentent encore le prix. Cette disparité permanente des prix du sac de foufou appelle à la nécessité de réglementer ce secteur économique important qui non seulement affaiblit le pouvoir d'achat, mais aussi et surtout accentue la vie chère. Alors, Dadi, est-ce cette situation est justifiée vu que le Congo aujourd'hui
mène l'expérience des zones agricoles protégées que le ministre de l'Agriculture est en train d'ouvrir chaque fois. Mais malheureusement, sur le marché, le prix des denrées, parce que quand on parle du foufou, c'est presque tous les produits qui galopent avec leur prix. Effectivement, le foufou, c'est notre aliment de base. On a commencé à le produire avant les ZAP. Les ZAP vont aider à la production. Et il faut revenir à ce que les autorités publiques nous ont présenté comme modus operandi, c'est-à-dire l'agriculture au sens large. L'agriculture au sens large, il ne s'agit pas seulement de la production. Quand on parle de ZAP, les ZAP n'ont de fonction que la production. Alors l'agriculture, c'est il y a la production, il y a pour exporter, il y a la créativité pour transformer les produits, il faut voir la santé des produits, il faut voir les évolutions, il faut voir l'industrialisation pour créer en chaîne. Donc toutes ces choses et un élément aussi fondamental, c'est le transport de ces produits-là. Donc l'économie autour de l'agriculture, il faut y amener un certain nombre d'éléments pour faire en sorte que, parce que le principe de l'économie fait que plus il y a rareté, plus vous aurez des prix élevés. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les éléments qui constituent des points de rareté. Par exemple, si le transport il est difficile, vous aurez forcément des incidences sur les prix. Si par exemple la production n'est pas forcément, parce qu'aujourd'hui si on voit les apps, il y a un certain nombre de produits qui sont qui sont favorisés, maïs, etc. Bon, c'est aussi un début. Les apps ont apporté quelque chose de réel parce que il y a des productions qui se font et il y a certaines personnes aujourd'hui qui s'en chargent. Mais cela ne résout pas tout le problème de l'économie autour de l'agriculture. Cela ne résout pas le problème des routes parce qu'il faut bien que les routes soient en bon état pour que le transport se fasse au final aussi simplement. Il y a aussi la question, par exemple, des oscillations des prix du carburant qui, bien sûr, l'incidence est réelle sur l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, on fait pas des affaires pour, bien sûr, perdre de l'argent. On y va pour gagner de l'argent. Donc, au final, si les conditions ne sont pas, bien sûr, adaptées, réunies comme il le faut, ceux qui travaillent feront en sorte que, bien sûr, on ait la possibilité de tirer un peu pour avoir un peu plus. Mais non, dernièrement, je pourrais m'arrêter là. L'agriculture, on s'enrichit avec l'agriculture lorsqu'on arrive à la mécanisation un peu plus élevée. C'est vrai que les machines ne sont pas faites ici chez nous, et ça c'est un élément qu'il faut bien faire pour que la production soit à grande échelle. Il faut bien qu'une mécanisation soit totalement poussée, mais il y a aussi la question de la transformation industrielle. Si on arrive à faire industriellement les choses, parce que l'industrie demande beaucoup plus d'éléments et nous allons vers les zones de libre-échange, etc. C'est des choses qui font que si vous avez une capacité industrielle de produire, le marché que vous visez, ce n'est pas seulement le marché domestique. Vous avez beaucoup de marchés que vous pouvez viser. Et donc, c'est ça. Et on a une première étape de la production que les apps nous ont donnée, mais une réflexion doit être menée pour faire en sorte que cette production soit transformée, cette production soit capable d'inonder nos marchés locaux, mais aussi des marchés au final internationaux. D'accord, Albert, le prix du foufou qui grimpe malgré les apps finalement. C'est comme si les apps là n'ont encore rien produit. C'est-à-dire que nous sommes partis ou nous sommes en train de partir de loin. Les apps telles que nous voyons les images à la télévision, on se réjouit des efforts qu'accomplit le ministre Ngobo. Si nous voyons en période de saison cette beauté du maïs récolté, ces tubercules arrachés, et donc qui au final vont donner un produit fini qui sera pour la satisfaction des besoins alimentaires du Congolais. Donc ici pour le moment on en est à, je sais pas, 3, 4, 5 ZAP peut-être, qui vont produire à manger pour 6 millions de Congolais. Mais nous n'en sommes pas là parce que il s'agit pas simplement de la quantité, ni même de la qualité, mais de la quantité, de la qualité des autres infrastructures qui entrent en accomplissement
de cette activité. Par exemple, vous allez d'un coup à Brazzaville, c'est pas plus de 200 kilomètres, mais si pour évacuer votre maïs, votre tubercule, votre sakasaka même, on oublie souvent que tout ça c'est lié, que bon, vous tombiez en panne à Odiba ou à Inoni, aux 45 kilomètres, ben, ça n'a pas contribué à nourrir, à désengager le Congolais de la morsure, de la faim. Ça, il faut le dire. Alors, donc, c'est sûr que les efforts sont à faire et beaucoup plus à accroître, mais que pour l'instant, nous sommes peut-être dans la bonne direction. Peut-être nous sommes dans la bonne direction. C'est un optimisme qui est le mien et pas forcément... D'accord. Guy Blaise, le sac de foufou qui grimpe, le prix qui grimpe avec le foufou aussi, presque beaucoup de denrées alimentaires. Oui, Christophe, je crois que il y a une époque donnée où le prix du sac de foufou défiait l'efficacité du gouvernement. Je crois que nous sommes toujours dans ce même contexte. Parce que il y a eu un moment où le sac de foufou était vendu à 50 000, 55 000. Alors, qu'est-ce qui... Voilà, qui a avoisiné 60 000. Mais non, comme a dit aussi là que c'est la matière de base. C'est-à-dire les Congolais, ils mangent quotidiennement. Mais si déjà, avec 50 000, je crois là on parle de 40 000, 45 000, 30 000, comment les gens vont se nourrir? Des solutions, des pouvoirs publics, certes. Les apps, oui, mais c'est un processus. C'est un processus. Maintenant, en ce moment-là, moi qui ai un cours, j'ai mes hectares, j'embauche des gens pour y travailler. Avec l'augmentation du carburant, comme on est en train de dire tout à l'heure. Tout ça, ça vient greffer sur le fol. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité est au pouvoir public de faire un effort pour essayer un peu de revoir tous ces bafous-là. Parce qu'aujourd'hui, je n'accepterai pas d'être perdant en tant qu'affairiste. Je ne l'accepterai pas. Je sais qu'il y a l'État qui doit réguler. Mais quand l'État n'arrive pas à réguler et que les solutions viennent à pas de caméléon, ben moi je ferai quoi? On arrive à un niveau où des vendeurs décident du prix de la marchandise, des denrées alimentaires. Chacun sur l'état du marchand, il décide. Et je vends le manioc, on est en train de voir le manioc d'Imvouba, 1000 francs, 800, à deux fois 1200. Mais là-bas, quand on voit le prix d'achat là-bas, c'est parfois 500, 450. Bon, face à cela, nous déplorons l'incapacité de l'État. Je crois que l'État doit faire un effort pour essayer un peu d'améliorer la situation du prix de sac de foufou. Ça perdure. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui que nous constatons cela. Je crois bien savoir que le ministre Ngobo, nous ne cessons de lui jeter des fleurs, hein, vu tout ce qu'il est en train de faire, mais nous disons que c'est un processus. Et quand c'est un processus, ça veut dire qu'il faut trouver des mesures qui peuvent accompagner ce processus-là. Parce que on parle du foufou, oui, mais il y a d'autres denrées, il y a d'autres marchandises que nous n'arrivons pas à produire. Faute de quoi? Parfois d'incapacité, faute de quoi? De la stratégie, du marketing. Alors, qu'allons-nous proposer aux ZLECAf qui arrivent? Les autres, on propose là déjà, mais nous, dans quelques années là, c'est la ZLECAf, zone de libre-échange économique en fait. Nous allons proposer quoi? Donc, je crois que les pouvoirs publics ont du pain sur la planche. Je crois qu'ils doivent se mettre... Il y a un travail, si vous allez même en Europe, l'agriculture européenne est subventionnée. C'est-à-dire, il y a parfois des sous-productions que les États européens arrivent à acheter pour que les producteurs ne soient pas en perte. Donc, en réalité, il faut mettre beaucoup de moyens sur la stratégie globale qu'il y a comme ZAP, etc., mais sur les gens qui interviennent dans le domaine agricole pour qu'ils aient au moins les possibilités de pouvoir affronter les difficultés au quotidien, puisque nous sommes dans une économie de marché. Même si l'État intervient pour fixer les prix par autorité, mais vous savez, ça va pas durer longtemps parce que l'économie de marché obéit à un certain nombre de règles qui font que on est obligé de subir les impacts.
Ok, merci beaucoup. Merci. Je crois que la sonnette d'alarme est tirée. Le gouvernement, les autorités doivent donc prendre le taureau par les cornes. Pour que le prix puisse baisser, il faut qu'il y ait quand même des amortissements et des avantages qui permettent aux producteurs de rentrer dans leur production et qu'ils vendent à un prix abordable pour le bénéfice, pour le bien de toute la population. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.